Merci Sylvie pour cette présentation qui met au jour le plurilinguisme invisibilisé. Alors justement, quelle manière d'être aux langues? Je passe maintenant la parole à Christine Fourcault. Merci, bonjour. Tu veux... Est-ce que tu arrêtes le titre? Il n'est pas arrêté. Ah, excusez-moi. Voilà, bonjour, merci beaucoup. Christine Fourcault, donc rapidement, j'ai un profil franco-allemand. Je suis en poste à l'Université de Reims, en recherche au laboratoire langue, linguistique et parole à Strasbourg. J'enseigne également à Sciences Po. Après avoir fait un petit peu de translatologie chez Arte pour ma thèse d'analyse du discours socio-psycholinguistique, j'ai interrompu mon parcours universitaire par un détachement de 8 années au ministère des Affaires étrangères, puis j'ai réorienté mon profil recherche. Je suis actuellement sur la politique linguistique, l'apprentissage des langues précoces en contexte post-migratoire, les identités, les intégrations européennes. Et je vais vous parler aujourd'hui de politique linguistique européenne, un champ que j'ai exploré à l'exemple de la coopération bilatérale en franco-allemand. Pourquoi? Parce que c'est dans l'espace européen de l'éducation, me semble-t-il, la coopération bilatérale la plus aboutie. Je vais en interroger les prémices je vais en interroger les prémices philosophiques. Mes réflexions viennent ici étayer une étude de terrain de 2 années, réalisée dans les jardins d'enfants bilingues, qui a donné lieu à une publication, celle que vous voyez, avec Matthias Springer, mon collègue de l'Université Maximilian de Munich, ici présent. Voilà, cette étude fait également référence à des enseignements à Sciences Po. Donc je travaille dans une perspective d'apprentissage des langues précoces, de politique linguistique, mais dans une perspective également politologique. La mise en œuvre de la politique linguistique du Conseil de l'Europe peut tout à fait être peut-être posée comme une évidence politique, mais s'il s'agit d'un acte performatif, comme l'est par exemple cette charte de qualité franco-allemande pour les maternelles bilingues, qui a été ratifiée lors du 50e jubilé du traité de l'Élysée 2013, eh bien cette déclaration d'intention peut tout à fait constituer une prémisse que l'on peut interroger. Pourquoi? Cette évidence politique, elle peut se déliter. 10 ans après, entend-on, les relations franco-allemandes n'auraient plus le vent en poupe. Donc, que faire avec de telles évidences? Analyser les effets d'un programme de politique bilatérale suppose de considérer le cadre praxéologique dans lequel sont inscrites les pratiques communicationnelles discursives qui sont constitutives de ce programme d'éveil aux Français. Mais comme l'objet d'étude est quand même plus complexe qu'il n'y paraît, pour faire intervenir les sciences cognitives, il faut tout d'abord en décrire un peu les enjeux d'un point de vue épistémologique. Donc nous avons 2 propositions ici, qui semblent de prime abord extrêmement disjointes. Quel lien peut-on faire entre les écoles maternelles et l'unité d'un peuple politique? Ce serait par la petite enfance qu'on devrait pouvoir y arriver. Nous avons là une idée directrice de la coopération franco-allemande. Mais pourquoi passer par l'enfance? Pourquoi? Cet objectif politique, espace européen de l'éducation, unité européenne, peut sembler encore très très éloigné pour des enfants, plus encore. L'Europe, n'est-ce pas quelque chose de complètement extérieur pour eux, de non existant, du point de vue de leur vécu, de leur conscience subjective? Et comment cette extériorité-là s'impose-t-elle à l'intimité du sujet? Si notre propos est plurilinguisme et apprentissage précoce des langues, ces notions d'intimité, extériorité, eh bien, j'aimerais les rapprocher, faire une parallèle avec les champs langue, langage, parole. Pour aborder le rapport de l'intimité du sujet à l'acquisition du langage, je partirai d'abord d'une perspective psychanalytique.
On pourrait solliciter une anecdote, celle de Michel Léris, le mot écorché. Je ne peux pas aller dans les détails ici, mais j'y reviendrai si vous me posez la question. Michel Léris explique dans son ouvrage Bifure comment l'extériorité du langage s'impose à l'intimité du sujet. Il rend compte de cette expérience de dépossession que fait l'enfant lors de l'intervention de l'adulte. C'est un souvenir d'enfance. Et nous montre comment c'est à l'intersubjectivité du nous que se mesure dans un langage sa valeur de parole. La parole est singulière, le langage est universel. J'aime bien ce néologisme de Lacan, la langue, la collision de ces deux signifiants, la et langue, comment l'enfant commence-t-il à communiquer, qui commence à communiquer, dit-il, son rapport au monde. Eh bien, pour Lacan, il s'agit de la langue maternelle qui, par ses modulations, par sa musicalité, le la, nomme les premiers objets du nourrisson. En allemand, Lallen fait partie de l'acquisition du langage naturel, c'est baby talk. La langue parle d'une certaine harmonie, une certaine musique. La musique de l'amour, c'est celle des berceuses. Elle reste indomptée par le cadre du langage qui, classiquement, va parler à travers ses lois, règles, limites, donc castration. Mais elle échappe au moins partiellement aux lois du langage. En psychanalyse, on dit que la langue doit rester un objet vocal non identifié. La perspective psychanalytique se double nécessairement d'une perspective phénoménologique. Comment l'enfant passe-t-il de la conscience au langage? Pour Merleau-Ponty, pensée et expression, trop loin, pardon. Pour Merleau-Ponty, pensée et expression se constituent simultanément. Il parle de transcendance, par laquelle nous, les humains, dépassons notre coexistence au milieu vital. Et cette coexistence, elle devient significative lorsqu'elle élève ce milieu vital au niveau d'une réalité qui est assumée, qui est prise en charge, une sorte d'assomption, dit-il. Et cette prise en charge, c'est ce qui fait de nous des sujets. C'est un renouvellement radical des rapports entre pensée et langage. Le lien entre conscience et langage est intrinsèque chez Merleau-Ponty. La parole est l'une des modalités de ce dépassement de soi vers l'environnement extérieur. Il nous dit que la pensée n'est rien d'extérieur. Elle n'existe pas hors du monde et hors des mots. La parole est un véritable geste. Elle contient son sens comme le geste contient le sien. Et ce n'est pas avec des représentations ou avec une pensée que je communique d'abord, mais avec un sujet parlant, avec un certain style d'être et avec le monde qu'il vise. L'orateur ne pense donc pas avant de parler, ni même pendant qu'il parle. Sa parole est sa pensée. La signification dévore les signes. Et jamais la parole ne renvoie à une pure pensée sans parole. Lacan parle aussi de parle-être, un autre néologisme. Revenons maintenant rapidement à l'approche psychanalytique. Pourquoi? Parce que j'ai là, dans mon étude de terrain, évidemment des exemples probants que je ne pourrais pas vous présenter en détail, mais j'aimerais vous parler rapidement de l'approche freudienne, le Fort-Da. En allemand, le Fort-Da, qu'est-ce que c'est? Dans l'acquisition du langage se pose une autre question, c'est celle du rapport symbolique à l'objet chez l'enfant. Et c'est un aspect qui a été mis en évidence par Freud avec le Fort-Da. Le Fort-Da, qu'est-ce que c'est? C'est comment, à l'absence de la mère, l'enfant va substituer l'opposition des signifiants, et c'est le couple Fort-Da, comment le jeune enfant articule ses phonèmes, et comment la présence de ces signifiants lui permet de maîtriser symboliquement l'absence de la mère, de jouer avec elle et de soulager ainsi son angoisse. Il va essayer de rétablir ce qu'on appelle le rapport symbolique à l'objet qui n'est plus là. Et ce sont les phonèmes qui vont faire le lien. La division originaire, celle de l'arrachement à la mère, va être résolue par l'apprentissage du langage dans une langue donnée. D'abord, la langue maternelle. Et ce qui est mis en exergue dans la revue lacanienne par Forget, un pédopsychiatre,
Le cas, par exemple, d'une enfant adoptée de 3 ans, dont on se demande si elle est atteinte d'autisme ou d'attrition dans sa langue d'adoption, eh bien, ce sont des cas que j'ai pu observer dans mon étude de terrain, que je ne peux pas présenter ici. J'ai eu des cas d'enfants qui illustraient de manière tout à fait idéale cette peur de l'attrition, la perte totale de la langue familiale, et d'enfants qui, par l'éveil au français précoce, ont pu vivre un décentrement qui leur ont permis de reprendre contact avec l'intimité de la langue familiale, avec la langue. Forget nous dit à propos de Sonia, le mutisme de Sonia était à la mesure de la violence que lui faisait vivre son immersion dans une langue distincte de sa langue maternelle. Dans une perspective pragmatique, Émile Benveniste nous dit que la parole est toujours adressée. Ce qui est en jeu, c'est l'intersubjectivité. Nous n'atteignons jamais l'homme séparé du langage. Parler d'instrument pour le langage serait mettre en opposition homme et nature. Or, le langage n'est pas une production. Ce n'est pas une production de l'homme, comme le serait une pioche ou une roue. Il n'est pas second. Il est constitutif de l'homme. D'où le primat du langage. Cette idée heurte bien évidemment la conception classique. Vous vous souvenez de Dieu qui aurait donné la langue à Adam, la langue adamique. Mais comme Benveniste, nous considérons ici que, je considère que l'idée d'un état de nature où l'homme vivrait séparé du langage est une abstraction pure, une abstraction absolument indue. L'homme est toujours déjà parlant à notre homme. Le langage est dans la nature de l'homme. Revenons à notre charte de qualité franco-allemande et à notre question de départ pour les maternelles bilingues. Encore 6 minutes. Il y a un questionnement initial. Voici donc les 3 questions qui nous ont été posées de façon récurrente. Les interrogations et les craintes des parents étaient de 3 ordres. 1. Les enfants allophones ne devraient-ils pas d'abord se concentrer sur... 5. Les enfants allophones ne devraient-ils pas d'abord se concentrer sur l'avantage de leur langue de scolarisation avant d'entrer en contact avec une autre langue européenne, l'allemand ou le français? Entre seuils minimaux de compétences et interdépendance développementale, ne sont-ils pas submergés par l'acquisition d'une 3e, d'une 4e langue? Et enfin, le plurilinguisme n'a-t-il pas une influence négative sur le développement linguistique, cognitif et social? Alors, il convient là de distinguer. Je reviendrai tout à l'heure. Ce qui est important là, ce sont 3 choses. Le plurilinguisme n'est-il pas révélateur du fantasme de l'origine? Louis Khira, praticien en psychiatrie clinique et lacanien, attire notre attention sur ce qu'il décrit comme étant pour lui l'enjeu majeur. L'enjeu majeur serait de rendre compte du caractère polyglotte de l'inconscient. Les enfants dont les parents manient une ou plusieurs langues étrangères, qui sont confrontés à l'unheimlich, de la langue française à l'école, font émerger simplement ce fantasme de l'origine, auquel nous sommes, mais qui est présent en chacun de nous. Et pose la question, ne serions-nous pas nous-mêmes leurrés par notre propre fantasme de l'origine? Comment transporter maintenant cette réalité psychanalytique à une situation socio-éducative? Je suis à 13 minutes. Je conclus. Si je reviens à l'intitulé de mon intervention, Pensée et expression plurilingue en Europe, quelle manière d'être langue? Je posais la question, l'Europe peut-il être un acte de fabulation collective pour les tout-petits? Sur le plan philosophique, il s'agit de savoir comment faire de l'un ou du commun à partir de cette diversité. Pour le philosophe Philippe Mingue, qui se réfère à Paul Ricoeur, l'identité est avant tout une ipséité, c'est celle d'un sujet qui se réfléchit quand il dit « moi-même ». Et on parle là d'ipséité narrative, de fabulation historique et politique. Et la question est de savoir qu'est-ce qui peut lier aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait lier aujourd'hui les Européens pour en faire un peuple politique
et comment ça peut fonctionner en contexte post-migratoire. 2 citations pour terminer, peut-être je conclurai en disant que sensibiliser les enfants à l'arbitrarité du signe, stimuler leur conscience métalinguistique, structurer leur recherche du rapport symbolique à l'objet entre singularité et universalité, les émanciper de l'illusion qui aurait salut que dans la langue parfaite, la langue unique du monolinguisme, tout ça c'est très louable. Mais qu'est-ce qui est surtout urgent? Ce qui est urgent, c'est que les enfants deviennent protagonistes d'un récit européen, d'une ipséité narrative réancrée dans l'espace et le temps. Topos et Chronos Kairos, Aion. Je citerai Luc van Middelaar, écrivain et philosophe néerlandais qui était membre du cabinet du président du Conseil européen, Van Rompuy, jusqu'en 2014, parce qu'il nous dit « Le récit, cette ancestrale et magistrale forme qui permet de lier passé, présent et avenir dans un temps qui fait sens. 25 siècles séparent la construction du Parthénon à Athènes et l'adoption de la loi des 12 tables dans la République romaine de notre époque ouverte. Il y a là, pour nous, Français, Hollandais, Allemands, Italiens et autres Européens, la matière dans laquelle forger un imaginaire et porter un récit qui nous permettra d'avancer avec confiance sur notre bout de rasier entre nos amis, voisins, rivaux, dans le grand théâtre de l'histoire.